Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo spéciale que j'avais pas prévu de faire normalement, mais je suis tombé sur deux vidéos qui m'ont interloqué d'une manière assez forte. La première concerne Brian Mullin. Je ne sais pas si vous le connaissez, il avait une chaîne YouTube d'ailleurs qui a disparu, et qui avait comme credo de chercher des réponses à ces questions concernant la forme de la Terre. Une de ces questions portait sur le fait de savoir comment un avion pouvait passer au-dessus du pôle Nord sans être perturbé par la rotation de la Terre. En fait, j'ai assez mal compris son interrogation au départ, car ça a l'air tellement simple pour moi, mais je vous montrerai un ou plusieurs extraits de cette vidéo qui a été publiée du coup sur une autre chaîne. La deuxième vidéo, relayée et traduite sur ITV, m'a posé un autre problème, car elle concerne le fait que les avions ne peuvent apparemment pas voler de la même manière suivant le sens du vol, qu'ils soient orientés est-ouest ou ouest-est, sur une Terre qui bouge. Moins difficile à cerner au niveau de la vidéo, mais tout aussi faible intellectuellement. Voici la miniature de la vidéo avec un titre qui nous assure que la Terre ne bouge pas quand même. Donc je vous montrerai aussi quelques morceaux. Alors la première vidéo, celle de Brian Mullin, nous montre, enfin essaye de nous faire comprendre qu'un avion ne pourrait pas faire une liaison entre le pays Équateur en Amérique du Sud et Singapour, distant donc de la moitié de la circonférence de la Terre et aligné avec le pôle Nord, que ce vol aurait certains problèmes. Donc le vol se ferait en 24 heures, avec une moyenne de 833 km par heure sur donc 20 000 km parcourus. Brian Mullin montre qu'en décollant à l'équateur, la rotation de la Terre à cet endroit représente une vitesse de 1667 km/h et que cette vitesse décroît au fur et à mesure que l'avion s'approche du pôle Nord, où la vitesse de rotation de la Terre est considérée comme nulle puisque c'est le point de rotation. Et donc il se demande comment fait cet avion pour ne pas subir le ralentissement de la rotation de la Terre et continuer sa trajectoire. Enfin bon, je vous montrerai, vous verrez. En fait, il a la réponse sous les yeux, mais il comprend pas. Je souligne quand même le titre de la vidéo, qui ne doit pas être l'original d'ailleurs. Terre plate challenge pour les globulistes. Expliquez ça et vous serez meilleur qu'Einstein. Alors, je pense que je vais pouvoir vous l'expliquer, et pourtant je suis pas meilleur qu'Einstein. Donc si pour eux quelqu'un qui explique ça est meilleur qu'Einstein, c'est que eux sont vraiment en dessous de la moyenne des gens, quoi. C'est ce que j'en conclus. Bon, vous verrez par vous-même. Donc voilà, je vous mets un extrait, ou plusieurs extraits de cette vidéo de Brian Mullin. What I have here is a view of the Earth looking down on the North Pole, kind of like I was talking about in episode 1.1, looking down on the North Pole like this. What I have is Quito, Ecuador here, and Singapore over here. And so, if you look at this on the globe right here, Quito is right here in Ecuador. We're going to say it's right at the equator. It's a little south. Okay, we're going to take a flight from Quito over the North Pole to Singapore over here by my thumb. Okay, and so at the equator, I'm going to say here that the circumference is 25,000 miles. You can say it's a little bit less, but we're just going to keep it simple and say 25,000 miles. And we're going to say that the Earth makes one rotation in 24 hours. Now, you could argue that in a heliocentric model, the Earth makes one complete rotation in a sidereal day, which is 23 hours and 96 minutes, but that's a topic for another time, and it's only 4 minutes difference. And we're also going to say, to keep things simple, that the flight from Quito to Singapore
takes 24 hours. And we're also going to say that that distance is 1/2 of the circumference of the sphere. We're assuming a perfect sphere here. And so that's 12,500 miles. And if it takes 24 hours, that gives you an average flight speed of 521 miles per hour. So the plane is sitting in Quito, use a marker here to represent the plane, facing due north towards the North Pole, and it takes off and leaves the runway. And as the plane begins to fly towards the North Pole, well, the speed of the Earth below the plane would change, right? Because since velocity is distance divided by time, or speed is distance divided by time, whatever you want to look at it, the circumference of the Earth around the axis of rotation decreases as you fly north, right? Because the Earth is curved. And so I just did this by drawing in CAD. When the plane gets to New York City, or at the same latitude as New York City, around there, the speed of the Earth has dropped to 800 miles per hour. But the plane should still be moving at VE, the velocity at the equator, with 1,042 miles per hour, right? Because on the runway, it was moving 1,042 miles per hour. What slowed it down? That's its moving. If you go back to episode 1.1, I was asking the question, how does the atmosphere spin perfectly with the Earth? Let's say it does. If that's true, does it create a suction force on the plane to slow it down? How does the plane match the speed of the Earth? How would it stay in a straight line? Would the pilot have to be constantly turning to the left a little bit to stay pointed at the North Pole, since the Earth is slowing down under it? And you see, when you get up here to 68.5 degrees north, the speed actually reduces to 400 miles per hour. The plane takes off and the Earth is slowing down below it. I think it would actually go like this, maybe, or the pilot would have to keep adjusting. And of course, there's also what I mentioned in episode 1.0 of the plane having to constantly nose down to follow the curvature of the Earth. Now, the explanation for that was that gravity does that. And so you have to remember, though, that the Earth is also moving, right? So as it flies from Quito to 68.5 degrees, that's about 3/8 of the way through the flight. It takes 12 hours to get to the North Pole if we're assuming perfect 24 hours, roughly. The Earth has moved, right? So Quito is now over here after 9 hours, still moving with the velocity vector, VE, at the equator. And Singapore is over here after 9 hours. So where's the plane in all of this? Is it still following this line, even though it's moving faster than the Earth below it? Because again, an object in motion stays in motion unless acted upon by an axial force. So I don't really see how this works, and I think there's still a problem here. So. Ça laisse perplexe, hein. Ouais. Moi aussi, au début, j'ai eu un peu de mal. Alors j'ai essayé de faire une petite animation pour répondre à Brian Mullin. J'essaierai de faire le nécessaire pour qu'il puisse voir cette réponse. Je pense que ça peut l'intéresser. Donc voilà un peu mon explication. Alors j'ai fait au mieux une animation, j'espère que vous comprendrez. Alors on voit ici une vue de l'hémisphère nord comme si on était au-dessus du pôle nord. L'avion est à Quito en équateur et on va suivre son déplacement avec la rotation de la Terre. Donc là l'avion décolle et on voit qu'au fur et à mesure des heures, il avance de manière rectiligne en direction du pôle nord et il suit donc la rotation de la Terre. Donc pour nous, on est à l'extérieur de la Terre, donc on voit comme si on n'était pas sur la Terre. Sauf que l'avion, lui, il est dans l'air qui entoure la Terre, donc il voit absolument pas qu'il fait un tour complet, quoi, pendant ces 24 heures. Donc il voit absolument pas ça. Bon, alors, il y a quelques petits défauts parce que j'ai décalé un peu l'avion, mais il faut vous dire que l'animation, je l'ai faite avec PowerPoint, hein, c'est pas facile. Donc on voit qu'il a traversé, il a fait son trajet en 24 heures. Donc voilà en accéléré ce que ça donne. Voilà, donc il fait une espèce de boucle, mais ça marche très bien, quoi. Ensuite, la deuxième vidéo qui concerne le sens de déplacement d'un avion. On essaye dans cette vidéo de nous expliquer que pour qu'un avion voyageant d'est en ouest
mettre le même temps qu'un avion allant d'ouest en est, la seule solution c'est que la Terre doit être stationnaire. On nous montre aussi que deux avions décollant en même temps mais partant dans des directions opposées vont parcourir une distance différente pour une même durée. Et que dans certains cas, même l'avion vole à reculons. Il y a aussi un petit morceau de la vidéo sur le saut de Félix Baumgartner, hein, bien sûr, où on nous explique que ce fameux Félix n'aurait pas pu atterrir là où il a atterri, il aurait dû tomber dans l'océan Pacifique. Je vous mets des extraits choisis et on en reparle après. Prenons un vol entre Los Angeles et Tokyo. L'aller vers l'ouest, le retour vers l'est. La distance d'un trajet est de 8804,32 km. Les temps de vol sur un axe est-ouest sont toujours identiques à l'aller comme au retour. Ceci n'est possible que si la Terre est stationnaire et que le Soleil lui tourne autour. Rappelez-vous que les temps de vol sur un axe est-ouest sont toujours identiques à l'aller comme au retour. Cela n'est possible que si la Terre est stationnaire. Si la Terre tourne vers l'est, la durée de vol vers le Japon serait-elle de 10 heures? L'avion volerait à reculons? Et si la Terre tourne vers l'est, voyons ce que donne le vol retour du Japon vers les US. Distance de vol 24 000 km, vitesse de l'avion 2400 km/h, arrivée 16h heure locale, durée du vol 10 heures. Donc vous persistez, la Terre tourne vers l'est. Ok, deux avions, l'un partant vers l'est, l'autre partant vers l'ouest. Donc si l'atmosphère se déplace avec la Terre, ce qui veut dire que les nuages se déplacent eux-mêmes à 460 mètres secondes, et pourtant leurs particules d'eau restent en place. L'avion qui va vers l'est ira plus loin que l'avion qui va vers l'ouest. On nous dit que l'atmosphère et ses nuages se déplacent avec la Terre et que ceci n'affecte pas la distance parcourue par les avions. Jamais. L'ascension en ballon de Baumgartner prit à peu près 3 heures pour atteindre 39 km dans la stratosphère au-dessus du Nouveau-Mexique. À l'équateur, la Terre tourne à une vitesse de 460 mètres secondes, soit 1674 km/h. Félix aurait dû atterrir 4000 km à l'ouest. Où a-t-il atterri? À 70,5 km à l'est. Alors personnellement, je trouve ça quand même ahurissant que des gens qui se disent plus ouverts que nous, car pour eux, nous sommes obstinés dans nos croyances et nous ne voulons pas ouvrir les yeux, que ces gens n'arrivent pas à comprendre que l'air dans lequel on vit, l'air qui entoure la Terre, tourne en même temps que la Terre. Les avions volent car ils sont portés par cet air-là, et cet air tourne en même temps que la Terre, donc l'avion tourne en même temps que la Terre. Je ne vois pas ce qui est compliqué là-dedans. Alors on peut faire un petit point sur ce qu'est l'atmosphère, je pense que ça peut être intéressant. Alors l'atmosphère c'est quoi? Alors, c'est une épaisseur tout autour de la Terre. C'est une enveloppe en fait, une enveloppe gazeuse entourant la Terre qu'on appelle air. Alors il n'y a pas de frontière entre l'atmosphère et l'espace. En fait, l'atmosphère devient de plus en plus ténue et s'évanouit peu à peu dans l'espace. L'altitude en général de 100 ou 120 km marque la limite où les effets atmosphériques deviennent notables durant la rentrée atmosphérique. La ligne de Kármán à 100 km est fréquemment considérée comme la frontière, si on peut dire, entre l'espace et l'atmosphère. Donc toute cette épaisseur de 100 km tourne en même temps que la Terre. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces 100 km va tourner en même temps que la Terre. Et plus on est proche de la Terre, plus on est entraîné. Plus on s'éloigne, moins on est entraîné.
Donc voici un autre petit schéma de l'atmosphère découpé en plusieurs zones, hein. C'est les zones qui correspondent à ce qui a été étudié. Donc elle est divisée en plusieurs couches d'importance variable et les altitudes ont été fixées selon les discontinuités dans les variations de température en fait, puisque suivant les couches il y a des variations de température différentes. Alors si on commence par le bas, la première couche c'est la troposphère. Donc dans cette couche qui varie entre 8 et 16 km d'épaisseur, on a donc 80 à 90% de la masse totale de l'air qui est dans cette couche-là. C'est dans cette couche qu'on retrouve les phénomènes météo, les nuages, la pluie, etc., les mouvements atmosphériques horizontaux, verticaux, c'est-à-dire les vents, les tempêtes, tout ça. Et c'est aussi dans cette couche que volent les avions de ligne. L'altitude maximale d'un avion de ligne, c'est 13 km. Et 13 km, on est loin des 100 km de l'atmosphère. Donc à 13 km d'altitude, les avions sont dans un air qui tourne avec la Terre. Deuxième couche, la stratosphère. Donc elle va de 15 km à 50 km d'altitude. C'est dans cette zone qu'on a la couche d'ozone. Et c'est souvent dans cette zone qu'on envoie des ballons météo. Parce que c'est au-dessus justement de tout ce qui est météorologique. La couche suivante, c'est la mésosphère, qui va de 50 à 80 km à peu près d'altitude. Et ensuite, on a la thermosphère, donc qui va de 80 km d'altitude jusqu'à environ 800 km d'altitude. Là, on n'est déjà plus tout à fait dans l'atmosphère. On est entre atmosphère et espace. Et c'est là-dedans, par exemple, que se trouve l'ISS, à 400 km d'altitude. Et encore au-dessus de ça, on a l'exosphère, qui est déjà considéré comme l'espace à partir de 700-800 km jusqu'à 50 000 km d'altitude. Donc vous voyez que les avions, même ceux qui volent le plus haut, sont encore très bas dans la couche d'air qui entoure la Terre. Donc une Terre qui tourne, elle entraîne l'air qui est avec elle. Et donc les avions qui sont portés par l'air suivent forcément le mouvement de la Terre, C'est pas plus compliqué que ça. Alors juste un petit point rapide, voilà, je vous mets deux schémas qui vous montrent un peu comment circule l'air autour de la Terre. Donc on peut voir que on a des courants, d'air. En gros, c'est des courants d'air. Ça s'appelle des cellules de Hadley, qui font que l'air monte part de la Terre et monte en altitude, puis redescend et ça fait des boucles. Et c'est ce qui fait qu'on a de l'air chaud qui monte, de l'air froid qui redescend, qui fait qu'on a la création de nuages, qu'on a des vents, qu'on a des tempêtes, qu'on a ce genre de choses-là. Donc c'est bien l'air qui tourne autour de la Terre, puis en même temps qui monte et qui descend dans cette couche qui fait qu'on a des phénomènes météo. Donc tout ça c'est quand même assez bien étudié, c'est bien expliqué. Il suffit de poser des questions à des météorologues et on a tout ce qu'on veut là-dessus. Alors je finirai cette vidéo par deux questions que je vais poser moi aussi pour répondre à ça. La première question, je vais demander pourquoi, par exemple, quand on joue avec une balle, alors que ce soit au tennis, au foot ou n'importe quel autre jeu avec une balle, on ne voit pas de différence dans le déplacement de cette balle, qu'elle aille de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est. Si un terrain de foot est orienté est-ouest, l'équipe qui joue dans un sens, elle ne sera pas défavorisée par l'autre. Quand le gardien il lance la balle assez haut et assez loin, dire que ce soit le gardien de gauche ou le gardien de droite, ils arrivent à tirer de la même manière. Donc c'est bien que la balle elle suit l'air qui la porte, donc comme les avions. Et deuxième question, pareil, si je lance une balle ou un objet, n'importe quoi, verticalement le plus haut possible, il va retomber toujours là où on l'a lancé, Il va pas se décaler. Alors je rappelle quand même que si on fait l'essai par exemple en France, en moyenne à Paris, pour vous donner un exemple,
la vitesse de rotation de la Terre à Paris, ça représente 300 mètres par seconde. Donc si vous lancez une balle en l'air verticalement, qu'elle met 3 secondes à redescendre, la Terre a tourné de 900 mètres. Donc si on suit les explications de la vidéo d'ITV par exemple, ben, la balle devrait tomber à 900 mètres de nous, si j'ai bien compris son raisonnement. Or quand on lance une balle, même si ça dure plus de 3 secondes, eh ben, elle retombe à proximité de là où on l'a lancée. Si elle tombe un petit peu à côté, c'est parce qu'on ne l'a pas vraiment lancée verticalement. Mais si on la lance bien verticalement et qu'il n'y a pas de vent, eh ben, la balle elle va retomber là où on l'a lancée, quoi. Donc voilà. Alors je pense que mes explications sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je dis. Je pense que tout le monde peut comprendre. J'ai même parlé de ce problème-là à mon fils de 16 ans hier soir, parce que quand j'ai vu les vidéos, je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà ce que certaines personnes croient, et il était sidéré. Il m'a dit mais comment des gens peuvent ne pas comprendre qu'un avion est porté par l'air et qui suit la Terre? Voilà, donc il a 16 ans, il a compris. Alors, d'après le titre de la première vidéo, je dois être certainement meilleur qu'Einstein, je pense. Donc il va falloir que j'écrive des thèses et que je me fasse rémunérer de manière correcte, parce que je pense que si je suis meilleur qu'Einstein, il faut que les gens le sachent. Voilà, donc je finirai en vous donnant quelques sites que j'ai trouvés très intéressants qui parlent de ce sujet. Donc le premier, c'est le site du réseau Canopé, où on a des petites vidéos très sympathiques en animation dessin animé. Alors c'est plus orienté peut-être pour les enfants, mais je trouve que les choses sont vraiment pas mal faites. Je vous mettrai les liens dans la description de toute façon. Deuxième site que j'ai trouvé très intéressant, c'est curiosphère.tv. Je vous mets aussi le lien dans la description, et il y a plein de petites animations où on vous explique ce qu'est l'atmosphère, à quoi ça sert, les altitudes, les pressions, les températures, etc. Donc vous pourrez aller voir, c'est très très instructif. Et puis un dernier site qui peut en intéresser aussi certains, sur la climatologie, donc comment ça se passe au niveau des différentes couches de la Terre, au niveau du climat. Voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les autres vidéos de la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air pour me montrer que ça vous a plu, et ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.